Je voulais remercier donc déjà le musée de la Résistance, donc qui est partenaire de cette rencontre ce soir, où on a la chance d'avoir parmi nous Zena Abirached, Antoine Grimet et Nicolas Wild. Donc la rencontre est dans le cadre de Esch 2022, capitale européenne de la culture, et le musée de la Résistance, au musée national de la Résistance d'Esch, accueille l'exposition sur France Masserelle qui cherche la paix. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est instaurer donc un dialogue donc avec nos trois participants et au travers de 5 images qu'ils ont sélectionnées, donc de les faire réagir. Donc la thématique de cette table ronde, c'est une vie pour illustration. Donc devenir dessinateur, dessinatrice, c'est pas neutre, et que tout fonctionne à partir de la nostalgie et de ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu découvrir enfant. Et ça sera la première image, donc ils vous montreront leurs premières œuvres de jeunesse, vraiment des toutes premières œuvres. Et par rapport aux thématiques, au fur et à mesure, on verra sur leurs différents travaux une image qui représente pour eux la guerre. Après, ça sera un dialogue croisé donc sur leurs travaux, où chacun aura fait une sélection, aussi sur ce que représente pour eux France Masserelle, donc pour vraiment recontextualiser, et également à la fin, vu que c'est dans la thématique, d'essayer de voir comme Masserelle, où l'une de ses œuvres les plus connues, c'est l'enterrement de la guerre, c'est quelle image pour vous représente l'espoir et la fin de la guerre et la recherche de la paix. Donc pour cette table ronde, on va commencer par Zena. Il faut quand même dire que cette table ronde est orchestrée par Nicolas Grivel. Merci. Merci Zena. Alors Zena, je vais te laisser te présenter. Tu as fait tes études aux Beaux-Arts de Beyrouth, après aux Arts Déco de Paris. Tu as publié notamment Le jeu des hirondelles aux éditions Cambourakis, puis Le piano oriental aux éditions Casterman, et notamment le livre avec Mathias Sénard, prix Goncourt, Prendre refuge chez Casterman. Tu me dis si j'oublie des éléments. Et encore une fois, donc sur cette table ronde, vous avez, que ça soit pour toi, Antoine, Nicolas, cette première image, parce qu'encore une fois, pour moi, la bande dessinée, ça fonctionne sur la nostalgie et sur ce qu'on a pu découvrir enfant et sur l'envie de dessiner et de raconter des histoires. Alors Zena, pourquoi cette sélection de cette image qui te renvoie à tes premiers travaux sur ton travail, s'il te plaît? Oui, alors la question était portée, il me semble, sur un travail, une des premières bandes dessinées qu'on aurait dessinées enfant. Alors moi, il se trouve que la première fois que j'ai fait de la bande dessinée, j'étais pas du tout enfant, j'étais un grand enfant de 20 ans. Et donc, je vous montre la première page de ce qui est devenu mon tout premier livre, Beyrouth Catharsis, un tout petit livre de 10 par 15, donc format déjà assez intime. On peut le mettre dans la poche. J'en profite pour parler peut-être 2 minutes du format. C'est vrai que c'était la première fois que je faisais de la bande dessinée, mais c'était aussi la première fois que je racontais un récit plutôt intime. Et donc, il fallait cette proximité avec l'objet livre, un peu comme si quelqu'un nous racontait une histoire à l'oreille. Donc, il y a ce rapport très physique avec ce livre qui disparaît presque dans nos mains quand on l'ouvre. Et donc, cette première page, elle dit quand même pas mal de choses de ma biographie, puisque le texte dit « Je suis née en 1981 à Beyrouth, donc au Liban, dans une impasse ». Autant dire que ça n'a pas très bien commencé. Et sur l'image, on voit donc le nom de la rue Youssef Semani, et une gouttière qui longe le mur. Alors, ce qu'on peut voir finalement, c'est pas grand-chose. En réalité, il y a déjà le blanc de la page, celui du mur,
Mais déjà, en fait, les prémices de certaines choses qu'on va retrouver après dans mes livres, dans le jeu des hirondelles, mais surtout dans le piano oriental, c'est déjà le bilinguisme, puisque cette plaque est écrite en arabe et en français, comme c'est le cas au Liban. Et voilà, il se trouve donc que j'ai eu la grande chance de grandir dans 2 langues, l'arabe qu'on parle au Liban et le français. Et le français, pendant toute mon enfance, c'était la langue un peu de l'échappatoire, parce que comme j'ai grandi pendant la guerre, qui a duré 15 ans, alors comme je suis née en 81, elle avait démarré en 75, donc je suis née au milieu, disons, de cette guerre qui s'est terminée en 90. À cette époque, l'arabe était plutôt la langue des mauvaises nouvelles. C'était la langue qu'on écoutait à la radio, aux journaux télévisés, aux barrages, aux checkpoints. Et le français, tout d'un coup, à ce moment-là, en tout cas, symboliquement, c'était la langue de l'échappatoire, du rêve, de l'imagination. Et c'était la langue aussi des bandes dessinées que mes parents avaient, parce que voilà, j'ai grandi dans une famille qui était férue de bandes dessinées. Et j'ai quasiment appris le français en déchiffrant les bulles des Tintins, Gaston Lagaffe, Astérix, etc. Donc plutôt de la bande dessinée franco-belge. Et je m'étais jamais dit, surtout, que j'allais devenir auteure de bande dessinée, même pas dessinatrice, parce que à l'époque, au Liban, c'était pas envisageable que ce soit un métier. Et puis, j'ai été saisie d'un sentiment d'urgence. Justement, j'avais 20 ans, on était au début des années 2000, donc Beyrouth était en pleine reconstruction. Et paradoxalement, ça peut sembler paradoxal, mais disons que le Beyrouth de mon enfance, celui que j'avais connu jusque-là, était en train de disparaître. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la reconstruction, on a détruit énormément d'immeubles pour construire d'autres avenues, pour reconstruire en fait une ville un peu différente de ce qu'elle était avant. Et j'ai été saisie d'un sentiment d'urgence justement de garder une trace de cette époque-là, de ce Beyrouth que j'avais connu. Et ça a donné une petite histoire d'une vingtaine de pages, dont je vous montre la première page ce soir. Donc il y a cette idée de la trace par le dessin et par le texte, du travail de mémoire aussi, de ce qui nous était arrivé pendant ces années de guerre. Pour vous donner une idée, jusqu'à aujourd'hui, dans le programme d'histoire des livres scolaires, on s'arrête en 1975, donc il n'y a pas du tout de travail sur la guerre civile, de travail de mémoire sur ce qui s'est passé pendant ces 15 années. Il y a plutôt comme une espèce de non-dit phénoménal sur cette époque, sur cette période. Donc voilà, cette urgence de raconter, de garder une trace, de faire récit en fait de ce non-dit. En vous parlant là, je me souviens aussi d'un élément déclencheur qui m'a poussée à écrire ce premier livre et ensuite qui m'a guidée dans les suivants et particulièrement le jeu des hirondelles. Je me souviens en 92, donc c'était juste après 2 années après la fin de la guerre, mon père nous avait emmenés au centre-ville, qui était en fait le théâtre de beaucoup d'affrontements à Beyrouth, et c'était donc un lieu qui était interdit, confisqué pendant très longtemps. Et il nous emmène là une après-midi où justement c'était après la guerre, donc on pouvait traverser sans danger. Et je me souviens qu'on a fait une balade assez longue et lui, qui avait connu le Beyrouth d'avant, s'est mis à nous raconter. Ici, c'était le magasin de ton arrière-grand-père. Ici, on pouvait manger les meilleurs Méricrimes du monde. Ici, j'attendais le tram pour aller au cinéma Rivoli, qui était un peu plus loin. Ici, mon père venait se faire confectionner ses costumes, etc., etc. Et à chaque fois qu'il nous montrait quelque chose, c'était un tas de gravats. Et je pense qu'à ce moment-là, ou même avant, j'ai dû grandir dans le besoin de transformer ce tas de gravats en récit, en quelque chose de racontable et de transmissible, surtout. Voilà. Est-ce que je parle du noir et blanc? Peut-être pas, je vais peut-être pas... on a le temps. Je pense qu'on aura le temps sur le format de la table ronde, mais encore merci. Et c'est vrai que vous partagez, vous trois, un dénominateur commun à travers la guerre.
Zéna, la guerre que tu as connue par rapport à la guerre civile au Liban, et donc avec des récits autobiographiques. Oui. Nicolas, c'est vrai que tu te déplaces souvent sur le théâtre de conflit, que ce soit Ukraine, Afghanistan, Iran, différents pays qui ont connu les traumas de la guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Antoine, tu as travaillé notamment sur la Seconde Guerre mondiale, forcément que tu n'as pas vécu, mais de savoir aussi, ça on en parlera plus tard, sur comment raconter une histoire qui est, voilà, à travers la guerre, selon l'autobiographie, selon la bande dessinée du réel, Nicolas, et Antoine sur la bande dessinée historique. Mais je pense que Zéna, on aura bien le temps de revenir sur le noir et blanc. Antoine, sur cette image, donc l'on découvre encore une fois, est-ce que donc tu as un parcours donc études d'art à Bruxelles, je pense vraiment passionné de bande dessinée depuis tout petit. Est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à l'angle du Luxembourg, comment on se situe quand on grandit à côté de la bande dessinée franco-belge, peut-être de la bande dessinée allemande? Comment on se sent luxembourgeois dans la création à travers ce médium? Je sais que c'est peut-être, mais de voir qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la bande dessinée. Alors en fait, je suis né à Arlon et puis après je suis passé au Luxembourg après 1 an, donc ça compte pas vraiment. Mais je suis né de parents luxembourgeois, belges, pardon, pour le coup. Voilà, qui étaient tous les deux férus de bande dessinée. On avait à la maison vraiment une bibliothèque énorme, pleine de bandes dessinées qu'ils avaient subdivisées par étage par rapport à l'âge de compréhension. Et donc en fait, j'ai appris à lire avec les bandes dessinées, et c'était vraiment ok, tu peux commencer par cet étage-là. Quand tu auras tout lu, tu me demanderas, et on viendra à l'étage supérieur te proposer quelque chose que tu seras en mesure de comprendre, parce que c'était même pas une question de transgression, et c'est pour ça que j'ai jamais eu l'idée à un moment d'aller piocher plus haut, parce qu'il n'y avait pas cette notion d'interdit, c'était juste, est-ce que tu vas les comprendre? Donc, et c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire, parce que, cette image, donc, comme c'est écrit, je crois que j'ai 4 ans et demi, et il y a déjà, et c'est pour ça que ma mère, en fait, a gardé ce dessin, une volonté de séquence, si on veut, sur la page. Donc il y a d'un côté ce qui, moi, m'intéressait manifestement déjà à cet âge-là, qui était de raconter une histoire sur une page avec une certaine forme de séquenciation, mais aussi l'intérêt de mon père, pour le coup, qui a retranscrit l'histoire que j'étais en train de lui raconter en lui montrant le dessin, de le mettre vraiment sur la page, de vouloir le... Il y a même une bulle sur l'image, donc on ressent cet intérêt déjà pour la narration graphique, transmise d'une certaine façon à son fils, qui je crois est assez révélateur du parcours que j'ai fait après, parce que souvent on me demande, est-ce que c'était pas trop dur d'expliquer à ses parents que tu vas vouloir faire de la bande dessinée, alors qu'en fait pas du tout, c'était le contraire. Moi, à un moment, quand j'avais autour de 16-17 ans, je m'étais dit, allez, on va faire ingénieur comme papy, et ça sera un avenir un peu plus tracé. Et là, mes parents étaient... excédés, ils ont dit, mais aie un peu d'ambition. On te voit dessiner depuis que tu as 2 ans, que tu sais tenir un crayon, fais-en quelque chose. Donc la notion d'ambition peut être très variable selon les familles, je crois, et c'est un peu ce que je voulais montrer par ce dessin. Et si tu te souviens de tes lectures de bande dessinée qui t'ont vraiment marqué, tout à l'heure on parlait de Didier Comès par exemple, parce que sur l'évolution, tu te dis, il y a vraiment des bandes dessinées qui t'ont marqué et qui t'ont vraiment poussé à devenir dessinateur? Alors la première, claire et nette, c'était La balade de la mer salée de Hugo Pratt. C'est là où vraiment je suis passé
d'une bande dessinée franco-belge ciblée vers la jeunesse, souvent humoristique, à quelque chose de beaucoup plus construit au niveau de la narration, de beaucoup plus... oui, qui sortait un peu du cadre normal du 48 pages, avec une trame narrative qui est toujours la même. Juste d'avoir aussi des flottements un peu dans l'histoire, juste des respirations, des moments plus contemplatifs, que ça soit graphique ou même parfois poétique, avec beaucoup d'apports de poètes, d'historiens et compagnie, avec d'ailleurs souvent dans les éditions à suivre une préface très, très fournie, en documents même historiques parfois. Voilà, là c'est vraiment... Je suis entré dans une bande dessinée adulte, alors que j'avais 14 ans, hein, mais c'est là où je me suis dit, ok, il y a un potentiel narratif qui dépasse juste le gag, qui dépasse l'histoire pour enfants, si on veut. Non, c'est vrai que la revue à suivre, donc c'est vraiment, il y a eu un schisme après en termes de bande dessinée, et c'est vrai que la balade de la mer Salée, c'est impressionnant, c'est la seule fois, l'une des rares fois où Corto Maltese tombe amoureux de Pandora. C'est la seule personne où il tient réellement, en fait, sur toute l'histoire. Et ça me permet de faire une transition habile vers Nicolas. Bonsoir. Donc tu as fait les Arts Déco de Strasbourg, qui s'appelle maintenant l'AIR. Tu es vraiment représentatif de la bande dessinée du réel. C'est vrai que qu'on voit tout au parcours, on voit que tu as une qualité incroyable d'écoute vers les personnes. Mais là, nous découvrons une œuvre de jeunesse. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est pas encore une BD du réel. Donc Anne, c'est le nom de mon ours en peluche que j'ai eu quand j'avais 4 ans. Et donc c'est la première fois que j'avais vraiment besoin de raconter l'histoire de mon ours, comment il est arrivé en France. Et donc c'est un ours qui est né en Afrique, comme tous les ours en peluche. Et c'est mon premier récit qui parle de migration. Mais ça s'est pas fait. Donc voilà, c'est une histoire qui n'en finit pas, mais. Donc là, il y a des histoires donc il y a des gens qui veulent vendre l'ours dans un cirque, il y a un accident de voiture, et donc c'est un ours qui est assez entrepreneur, tu vois. Dès que il s'échappe du camion de cirque, ils vont directement dans la jungle, qui est à 1359 km de je sais pas où. Et donc voilà quoi. Et donc à l'époque, je voulais être auteur de BD, et puis je vais pas changer de cap. Tu faisais de la couleur, il me semble. Oui. J'avais plein de feutres de couleurs. C'est cet ours qui a encore en ce moment une présence sur les réseaux sociaux. Hein. Tu peux. Oui, alors donc Anne Sauvage a une page Facebook. Parce qu'entre 1995 et 2005, j'ai fait un espèce de défi artistique de prendre en photo tous les gens que je rencontre avec l'ours. Et pendant le confinement, je m'ennuyais un peu. Du coup, j'ai scanné toutes les photos et j'ai fait une page donc année par année. Donc vous pouvez suivre les aventures de Anne aux États-Unis, en Russie, en Afghanistan, en Inde et en France. Voilà. Donc Anne Sauvage, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et je pense que juste après, où tu veux commencer, je trouve, en parler, tu as un profil aussi qui est rare, c'est que tu aimes combiner les déplacements, les voyages, pour à chaque fois trouver un terreau pour raconter à chaque fois des histoires. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à l'enseignement que tu as eu à l'AIR, où il y a eu des déclics, ou est-ce que c'est des lectures de titres type Josako ou autres qui t'ont donné envie de faire ce type de bande dessinée ? En fait, moi j'ai grandi en Alsace, la plupart de ma famille aussi. Donc on voyage pas tellement dans la famille, mais quand on vit en Alsace, on change de pays en restant chez soi, en général. J'ai commencé à prendre goût au voyage grâce aux échanges Erasmus, par exemple. Et aussi aux Arts Déco, il y a beaucoup d'étudiants qui venaient de l'étranger. Et du coup,
je me suis rendu compte que c'était possible d'aller ailleurs. Et j'ai fait mon premier voyage en Inde en 98. Et après, je suis retourné en 2003, 2004, 6 mois. Et là, j'ai commencé à écrire un récit de voyage, un peu en mode carnet de voyage, donc des dessins et puis des textes essentiellement. Donc il n'y avait pas encore la forme BD que j'ai développée plus tard. Et après, pourquoi voyager pour raconter? Je pense que quand on voyage, on est surpris, on est interrogé par ce qu'on voit. Et le cerveau fonctionne différemment, tout redevient un peu nouveau, donc on retombe un peu en enfance. On redécouvre le monde, des nouvelles saveurs, des nouveaux dangers, des aventures improbables. Et du coup, ça nourrit l'imaginaire. Et voilà, quoi, en gros. Et c'est sûrement aussi la chance de la bande dessinée, c'est que tu peux vivre des éléments, on peut te raconter des éléments et que tu peux prendre le temps de décanter tous ces éléments-là. Ça offre aussi la chance de la temporalité de la bande dessinée aussi. Oui, par rapport à la BD du réel ou la BD reportage, c'est vrai que, je veux dire, on a le temps. Bon, après, on n'a pas trop de temps non plus, parce qu'au bout d'un moment, on signe un contrat, il y a une échéance. Ouais. Une fois qu'on a mangé les avances de l'éditeur, on a moins le temps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté genre, oui, on aime bien... moi, j'aime bien revenir souvent, pas forcément écrire tout de suite, mais me refaire l'histoire dans ma tête. Genre, quand je marche ou quand je dors, je revis la scène comme un petit théâtre avec les personnes qui m'ont raconté. Et puis, à des endroits, je pleure parfois, je me fais pleurer quand je me raconte des histoires à moi-même. Et au bout d'un moment, je suis obligé de les dessiner parce que l'imprimeur, enfin voilà quoi, faut faire le livre. Voilà. Là, on va développer après sur tous tes projets parce que tu rentres d'Inde via Mossoul, via la Palestine et Israël. Donc ça, on aura le temps aussi d'en parler. Zéna, tu rentres juste de Tunisie. Donc ça, on en reparlera aussi. Et là, ça nous permet de partir donc sur le deuxième choix de votre image. Ça sera, toi Zéna, sur une image qui pour toi, sur ton travail, est représentative de la guerre. Et pourquoi aussi le besoin, même dans ta vie de tous les jours, d'en parler et de nous dire pourquoi ce choix de cette image-là, qui est, sans trop en dévoiler, un plan de la ville de Beyrouth. Oui, en effet. La page qui précède tout juste cette double page est une page où il y a le plan de la ville de Beyrouth dans sa totalité. J'ai utilisé le vrai plan de la ville de Beyrouth. C'est quelque chose qui me tient à cœur, justement, cette précision topographique. Vous avez vu tout à l'heure dans la première page qu'il y a le nom de la rue. C'est pas pour rien, c'est aussi parce que par rapport à la mémoire des lieux, il y a énormément de lieux qui ont été débaptisés, rebaptisés, beaucoup de rues qui ont changé de nom. Le plan même de la ville a énormément changé de 90 à aujourd'hui. Et donc sur cette page-là, donc elle est tirée du Jeu des Hirondelles qui est sorti en 2006 chez Cambourakis. C'était mon premier roman graphique. Et je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi à justement comment représenter la guerre, comment parler justement de ce territoire morcelé. Et je n'avais pas très envie, dès le départ, je savais que je ne voulais pas... j'avais pas très envie de dessiner la guerre avec tout ce qu'elle a de plus terrible. Il me semblait que, en tout cas pour moi, c'était important d'avoir une certaine pudeur par rapport à certaines représentations de choses horribles que j'avais pas du tout envie de dessiner. Donc je me suis dit, il faut que je raconte la guerre en creux, que je trouve un moyen symbolique, un peu détourné pour parler... ici, donc, de ce que la guerre fait au territoire, c'est-à-dire une ville coupée en deux, et dont on voit d'ailleurs les rues qui se tendent, l'une vers l'autre, un peu comme des bras tendus.
et où justement, là, avec une économie de moyens qui m'est chère, c'est le blanc de la page qui dit l'effacement, la destruction, l'oubli, le vide, en fait, tout simplement. Et voilà, donc il me semblait, surtout dans le jeu des hirondelles, que de parler de la guerre de cette manière-là, c'est-à-dire justement, une fois de plus, en creux, rendait peut-être les choses plus universelles, ou en tout cas qu'elles arriveraient plus facilement à un lecteur qui n'a pas connu ce type d'événement, ou voilà, ce type de traumatisme. Et que dire d'autre bon, c'est vrai que là, il y a cette économie de moyens que permet le noir et blanc. Qui est plus tard, un peu plus tard, les pages d'après, précisées, où je raconte justement comment on circulait, parce qu'on ne pouvait absolument pas traverser, en fait, c'était trop dangereux de passer d'un côté à l'autre, donc on avait mis au point toute une chorégraphie pour pouvoir circuler à l'intérieur de la ville, sans jamais être exposé aux tirs des francs-tireurs ou aux canons qui étaient juste derrière. Et donc on avait tout un système parallèle de circulation à l'intérieur des immeubles, dans les cours intérieures, parfois dans les immeubles mitoyens, on avait creusé une brèche pour qu'on puisse traverser le pâté de maison sans jamais être à l'extérieur. Et voilà, pour ça, le noir et blanc permet de parler de tout ça sans en parler directement. C'est-à-dire qu'ici, dans ce blanc, dans ce vide, on pourrait imaginer des blessés, des morts, des destructions, des tas de gravats, je ne sais pas moi, toutes ces images qu'on a malheureusement un peu trop vues à la télévision, surtout dernièrement. Mais j'ai préféré mettre comme un voile pudique qui est en fait tout simplement le blanc de la page, et j'appelle en fait le lecteur à imaginer lui-même ce qui n'est jamais représenté, ce qui n'est jamais dessiné. Et c'est un peu ça qui m'intéresse aussi dans le noir et blanc, c'est que il me semble que comme c'est une image qui est assez symbolique finalement, assez éloignée de la réalité, enfin d'une représentation réaliste du moins, il me semble que ça donne de la place au lecteur pour qu'il puisse lui-même y projeter ses propres peurs, ses rêves, son imaginaire. Voilà. C'était un peu toute l'idée du livre. Et je trouve que tu laisses, comme tu le dis, une part de liberté assez importante au lecteur pour s'approprier. Moi, c'est une image qui, pour moi, est très marquante de ton album, Le jeu des hirondelles. Et chacun sa propre lecture. Moi, des fois, en regardant, en feuilletant de nouveau ces dernières semaines l'album, je voyais ça faisait comme une opération un peu à cœur ouvert, avec les artères aussi. Les artères. Et chacun peut s'approprier sa vision, comme tu le dis. Ça, c'est aussi la force de la bande dessinée, c'est que parfois en cinéma, avec le hors-champ, on peut se permettre des choses, mais que la bande dessinée peut aussi énormément travailler sur ceci, sur l'ellipse. Donc, exactement. On passe à Antoine. Donc Antoine, c'est une image donc, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un travail que tu as pu réaliser pour le Luxembourg Wort. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le moment charnière que tu montres dans cette double page, et aussi recontextualiser par rapport au prisme du Luxembourg? Alors en fait, donc ça, comme tu disais, c'est une page qui a été commanditée par le Luxembourger Wort, pour qui je travaille régulièrement depuis que je me suis installé en tant qu'auteur au Luxembourg, il y a 5 ans. C'était donc à l'occasion des 75 ans de la libération du Luxembourg par les Alliés. Et en fait, c'est un exercice assez, délicat, dans le sens où il y a un matériel photographique relativement important sur cette période qui parle à toute une génération, en fait. De par le fait que c'est quand même des événements d'un côté relativement récents, ou assez récents pour que nos grands-parents s'en souviennent encore très bien, et d'un autre côté
trop éloigné pour que moi ou même mes parents puissent se souvenir de ça. Donc il fallait d'un côté rendre compte ou prendre en considération qu'il y avait toute cette iconographie présente et rabâchée quand même au fil des années. C'est un peu la raison aussi pour laquelle j'ai été engagé par le Luxembourger Wort, que ce soit pour ça ou pour d'autres travaux. C'est qu'à partir d'un moment, un journal est obligé de traiter certains anniversaires, certaines commémorations, et qu'en fait, d'année en année, on se rend compte que c'est toujours les mêmes images, c'est toujours les mêmes textes, toujours les mêmes fiches Wikipédia à partir d'un moment aussi. Et donc, essayer de réinventer un peu cette iconographie en lui rendant hommage d'une certaine façon pour qu'elle soit reconnaissable et en même temps en lui donnant une autre touche. C'est par exemple pour ça que là, j'ai utilisé... donc les photos, c'est presque... Enfin, toutes les images que j'ai utilisées sont des photos en noir et blanc. Donc j'ai déjà essayé d'amener un peu de couleur, de rester dans une certaine forme de photoréalisme et en même temps d'amener une espèce de... Enfin, c'est sur Photoshop, c'est quand même des aplats. On voit que les bords sont très nets par endroits. Ça donne une espèce de... Allez, en allemand, on appellerait ça de la Entfremdung. Comment est-ce que ça a été traduit? Une étrange... une inquiétante étrangeté. Voilà, un truc comme ça. Non, mais justement, c'est un mot qui est intraductible en français et qui a, par un philosophe francophone, été traduit de la sorte. Voilà, c'était un peu ce côté froid et distant, tout en étant relativement photoréaliste que je voulais amener dans ce récit qui est, somme toute, quand même relativement chronologique et terre-à-terre. Voilà. C'est ça qui est intéressant parce que Zena, tu travailles à partir de souvenirs sur le jeu des hirondelles, mais c'est vrai que la mémoire, on peut avoir des distorsions selon le temps qu'on laisse et que parfois il faut laisser, on dirait une zone tampon de protection dans l'autobiographie. Et Antoine, sur l'iconographie, quelle était ta façon de trouver donc toutes ces sources iconographiques? C'est à travers la rédaction de ce journal ou comment ça s'est passé? Ça, c'est la chance de bosser pour un journal. Effectivement, ils ont une base de données très large, surtout que le Luxembourger Wort, dès les premiers jours de la libération, a reparu. Parce qu'elle avait été, donc, sa publication avait stoppé pendant toutes les années de la guerre, et le jour d'après la libération, ils étaient déjà en train de reproduire un nouveau journal. Donc il y a effectivement, que ce soit dans les archives du journal ou des Américains qui ont libéré le pays, une iconographie très vaste. Merci. Sur la mémoire, on en parlera aussi à la fin sur l'espoir par rapport à comment la mémoire peut être structurée. Nicolas, arrive ton tour sur l'image de la guerre. Oui. Alors ça, c'est un peu comme avec le Luxemburger Meinhof, je sais pas quoi, le journal. C'est quoi? Luxembourg Wort. Ah oui, d'accord. Luxembourg Wort. En fait, j'étais allé en Ukraine en 2016 pour Arte, en fait, parce que c'était les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Donc voilà, Arte, tous les 5 ans, il faisait une émission, genre 10 ans plus tard, Tchernobyl, quel constat, quel témoignage, 25 ans plus tard, et donc là, c'était les 30 ans plus tard. Et c'était donc 2 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc, mon fil rouge, c'est de rencontrer des artistes qui ont travaillé sur la catastrophe de Tchernobyl. Mais pendant 10 jours, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont raconté des choses annexes et un peu périphériques à Tchernobyl, dont un soldat ukrainien qui a combattu les Russes dans le Donbass. Et c'est un récit, ils nous ont raconté ça pendant l'apéro, tu vois, c'était pas du tout... on lui a pas demandé de témoigner, il racontait ça entre 2 tranches de salami, 2 verres de vodka. Et je trouve ça tellement intéressant que j'ai rajouté dans la BD, même si c'est hors sujet. Et donc, il racontait un truc que j'avais pas compris à l'époque, c'est les fameux hommes verts qui étaient dans le Donbass et qui étaient pro-russes
Maintenant, on sait que c'est des miliciens de Wagner, donc des gens qui travaillent pour Poutine, des mercenaires qui semaient le chaos. Et donc cet homme, Sergueï, je crois, c'est écrit, je sais plus. Il a raconté son expérience, comment il a combattu des Russes et comment il s'est fait blesser au front et quelles sont les tactiques qu'utilisaient les Russes pendant la guerre en 2014. Et je trouvais ça tellement intéressant que je l'ai rajouté, même si c'était hors sujet à l'époque. Et ben maintenant, on est en plein dedans, donc je trouvais ça bien de... Et là, par rapport à la mise en scène, en fait, j'ai imaginé, d'après ce qu'il a raconté, donc c'est un peu du... j'ai pas eu le temps d'aller sur place ou de voir exactement à quel endroit il était. Du coup, les endroits sont pas vraiment décrits. Il dit qu'ils se sont fait prendre... voilà, il s'est fait tirer dessus, donc je mets une image où on tire dessus. Enfin, en termes de mise en scène, c'est un peu simple. Mais si je peux me permettre, ce qui m'étonne à chaque fois dans mon côté avec ton travail, c'est que c'est rare de rencontrer des personnes à ce moment-là, des commandos Wagner qu'on a revus en Syrie, malheureusement à Bangui en Centrafrique. Et je me suis toujours dit comment tu étais déclencheur de ce type de rencontres et de télescoper, entre guillemets, ces personnes-là. Alors, bien sûr qu'il y a un facteur chance, mais le facteur chance ne peut pas tenir sur tous les endroits où tu es allé, entre l'Afghanistan et l'Ukraine. Est-ce que c'est dans ta capacité à écouter, à essayer d'instaurer un moment de confiance avec les interlocuteurs et les personnes se disent « Ok, je vais lui parler » ou est-ce que c'est peut-être par rapport à la chance de la bande dessinée que le dessin est moins intrusif que la photo ou une caméra? Comment tu l'expliques? Là, dans ce cas-là, donc on était à l'apéro, on a déjà bien bu. Donc je pense qu'il était en confiance. Hein. Après, il parlait en ukrainien et c'est notre fixeuse en fait qui était sa belle-sœur, enfin elle invitait sa sœur à l'apéro qui est venue avec son mari. Et c'était une discussion genre, autour de la table. Donc là, c'est facteur chance, super chance. Sinon, le reste du temps, j'ai toujours je sais pas, enfin... Est-ce que tu veux un petit radar à anecdote, c'est parfois ça fait bip, et genre, oh, là, il y a un truc. Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est pas forcément un métier qui est connu, il y a une bande dessinée de Sacco qui s'appelle The Fixer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la fonction d'un fixeur sur un conflit? Un fixeur, c'est un personnage central, en fait. Donc là, c'est la personne qui est au milieu, qui s'appelle Lena. Et on est un peu resté en contact en ce moment. Je crois qu'elle est réfugiée en France avec ses 2 enfants. Et donc, c'est quelqu'un qui parle les langues du pays et qui peut contacter les personnes. Genre, quand un réalisateur ou un journaliste a besoin de rencontrer différentes personnes, d'aller dans différents endroits, c'est le fixeur ou la fixeuse qui va appeler, qui va faire les rendez-vous, qui connaît bien le pays, donc c'est comment aller d'un point A à un point B. Et donc il y a des fixeurs qui travaillent pour les journalistes et les fixeurs qui travaillent pour l'armée, qui ont un métier un peu plus dur parce que dans le cas de l'Afghanistan, il y a les fameux fixeurs afghans qui ont aidé l'armée française ou américaine à avancer dans le pays, à aller dans les villages. Donc le fixeur, il se renseigne un peu, il vérifie genre oui, dans telle vallée, il y a telle tribu, le Mollah est plutôt... pro-américain, donc on peut y aller, ça craint rien. Donc il fait un travail en fait, il se met un peu en première ligne entre la population ou les belligérants et l'armée. Donc c'est des métiers à risque, souvent. Et dans le cas de l'Afghanistan, il y a beaucoup de fixeurs qui ont été laissés dans le pays. Et donc c'était un peu un scandale, vu que les talibans, quand ils ont repris le pouvoir, les fixeurs étaient un peu sur la liste des personnes à abattre, vu qu'ils ont aidé l'ennemi, en fait, à combattre. C'est ce qui s'est passé dernièrement en Afghanistan avec tous les traducteurs. Là, on est sur un autre moment. C'était donc Zena, Antoine, Nicolas. C'était de choisir une image qui vous semble emblématique du travail de chacun. Donc Zena, c'était ta première sélection sur le travail d'Antoine.
C'est à moi de la commenter. Ouais. J'étais plutôt curieuse de l'écouter, lui. J'ai pas compris l'exercice. En sachant que sinon, ça peut être un échange Non, mais bien juste sur... Pour tout te dire, au début, j'ai voulu choisir la première page, et puis je me suis dit, ils vont m'accuser de paresse, de ne pas avoir lu la suite, parce que j'avais trouvé très intéressant comment ton récit démarre. C'est le personnage qui se réveille et qui raconte qu'il a fait un rêve, et puis il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est un peu comme ça que le piano oriental commence. Je m'étais dit, ah tiens, c'est intéressant, on pourrait parler de justement comment commencer une histoire. Cette fameuse première page, comment c'est souvent intimidant en fait, la première page, parce qu'il faut déjà qu'il y ait un peu tous les ingrédients du intérieur, en tout cas, qui nous ont donné envie de raconter cette histoire. Mais finalement, j'ai choisi celle-ci, parce que j'aurais aimé t'entendre, mais je peux aussi en parler, sur la couleur. C'est vrai que moi, je travaille en noir et blanc, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier énormément l'utilisation de la couleur. Et je dois dire que ce qui m'a vraiment frappée, c'est l'expression du personnage dans la deuxième case. Donc c'est ce médecin qui se pince le nez au-dessous de ses lunettes. Probablement parce qu'il est ému. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Et ça fait partie des tout petits détails qui viennent vraiment changer une lecture, qui viennent happer le lecteur, parce qu'il y a tout dans cette expression. Il y a un concentré de... Ça se voit que tu as regardé, que tu as vu quelqu'un faire ce geste probablement, enfin je sais pas, je crois. Et ça m'a beaucoup touchée, notamment la construction de la case avec donc ce personnage qu'on découvre au tout début, qui est alité derrière. Voilà. Mais bon, en fait, à vrai dire, j'espérais t'écouter. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Notamment sur la couleur. Parce qu'il faut dire que dans tout l'album, enfin dans toute l'histoire, il y a des changements chromatiques à des moments clés. Voilà. Enfin, c'était surtout pour t'écouter en réalité. Je trouve la couleur, effectivement, c'est un exercice très très compliqué. C'est pour ça que j'en fais pas. Non, je rigole. Surtout que je trouve que c'est très difficile en fait de se détacher de la couleur réelle. On a toujours envie de mettre les... Il est mauve, en fait, là. Voilà. Mais on a toujours tendance à faire les arbres en vert, les ciels en bleu. Et en fait, j'arrive pas très bien à m'en détacher. Et ça se voit d'ailleurs même sur cette planche. Hein, la première case est en couleur réelle. Et en fait, j'essaye d'utiliser la... Oui, pardon, je montre... Et en fait, effectivement, c'est dans des moments... où une certaine émotion du personnage ou de la case doit passer, que je me permets, si on veut, ça et la nuit, bizarrement, la nuit. Ou l'ivresse. Ou la colère, peut-être. Ou la colère, l'étonnement. Voilà, dès qu'il y a des émotions fortes, je me permets une certaine extravagance chromatique, si on veut. Mais voilà. Oui. C'est ça. Non, vas-y. Oui, non, mais je reviens à l'expression du personnage au premier plan de la deuxième case. Enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais je ne sais pas du tout si c'est conscient. Je suppose que oui. Enfin, je ne sais pas trop. Mais pour moi, ça correspond à ce type de... comment dire, le fait de rendre ce genre d'expression aussi bien et aussi clairement, c'est vraiment une porte d'entrée dans l'histoire, bien sûr, mais aussi justement dans l'émotion, dans la poésie, enfin dans des choses très différentes. Je pense c'est un peu pompeux comme ça, mais je pense à la théorie de Roland Barthes, qui parlait, lui, de la photographie. Il disait que dans chaque photo, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de celui qui regarde vers la photo, et un mouvement inverse d'un élément de la photo vers celui qui regarde. Et il appelle ça le punctum. Enfin, ça fait très... voilà. Enfin, ça m'intéresse parce que ce mouvement-là, on y songe peut-être
on y pense moins. Et en fait, il dit que le punctum est très personnel, que chacun d'entre nous a un punctum différent dans une photo. Enfin, dans la même photo, on n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Et c'est une véritable porte d'entrée émotionnelle. Et moi, c'est ça qui m'a touchée en fait dans cette page. Et c'est pour ça que je l'ai choisie plutôt que d'autres. Alors que, j'aurais pu en choisir d'autres parce qu'elles sont, d'abord, elles sont vraiment belles et qu'on aurait pu parler de la couleur dans une autre planche, mais voilà, celle-là m'a touchée particulièrement pour cette raison. Et en fait, je rebondis juste, mais tout ça me fait penser justement au travail d'archives dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que quand je reviens juste un peu en arrière, mais quand il s'agit de représenter la guerre ou un conflit, parce que tu as parlé de nostalgie au début, mais il y a aussi la recherche de la précision. Et moi, je me souviens que j'ai regardé énormément de photos des quelques photographes qui ont photographié Beyrouth pendant la guerre, donc le centre-ville, la destruction. Et très souvent, plutôt que de reprendre des photos d'ensemble, c'était des détails qui m'attiraient l'attention et qui venaient me rappeler en fait que tiens, c'est vrai que quand j'étais enfant, les réverbères étaient tous cassés et ils avaient le globe qui pendait. Enfin, ça n'a l'air de rien en fait, mais ça vient apporter un élément de réalité dans une image. Je parle là plutôt de mon travail qui est plutôt elle symbolique et qui est pas forcément justement réaliste. Bon, c'était un gros détour, mais voilà ce à quoi m'a fait penser cette planche. Et c'est vrai que le détail, par exemple, de façade et d'architecture, on le retrouve énormément dans ton travail. Oui, mais il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de chance. Tout à l'heure, Nicolas parlait de la manière dont il a recueilli les histoires. Et c'est vrai que quand on fait un travail sur sa propre histoire, un travail d'introspection et un travail d'archives aussi, de recherche de documents, parfois les choses viennent à nous d'une manière assez folle. Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une histoire qui n'a rien à voir avec cette page-là, mais ça me revient là en parlant. Justement au moment de la recherche de documents, je me souviens que c'était en avril 2006 et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, venait de mettre ses archives en ligne. Avant, ça n'existait pas, ina.fr, et on peut retrouver tous les journaux télévisés depuis que la télé existe. C'est assez incroyable en fait. Et à l'époque, j'avais simplement cherché Beyrouth années 80 ou quelque chose comme ça, et j'étais tombée sur un. Pardon, je suis très très loin de. Non. Enfin, je suis partie un peu loin, quoi. Mais c'est à bâton rompu un peu dans ma tête. Je pense vraiment que tu continues parce que. Je continue. Non, c'est là. Je pense qu'on. Là, je crois savoir ce que tu vas peut-être. Tu connais l'histoire par cœur. Peut-être. Je ne suis pas sûre, mais si c'est celle auquel je pense, non, mais elle voilà. est incroyable. Alors, ce qui est intéressant dans le chemin, c'est que tout est parti du personnage au premier plan qui fait ce geste incroyable. Et bon, bref, je vais vous la faire courte, mais du coup, je tape Beyrouth années 80 et je tombe sur un reportage d'Antenne 2 à l'époque, qui avait été tourné à Beyrouth en 1984, donc j'avais 3 ans. Et l'intitulé, c'était donc Beyrouth 1984, une rue sur la ligne de démarcation. Et comme je vous le disais, j'ai grandi dans une rue qui donnait sur la ligne de démarcation, donc je me suis dit, à tous les coups, je vais peut-être reconnaître les lieux. Et ça n'a pas loupé. C'était le quartier où j'ai grandi, le quartier où il y avait mon école maternelle. Enfin, je reconnaissais mon quartier, mais c'était le quartier des années 80, donc les murs étaient encore criblés de balles, c'était désert, les voitures étaient calcinées, enfin c'était... horrible. Et donc le journaliste raconte qu'on est dans un coin de Beyrouth qui est assez dangereux, qu'il y a énormément de gens qui sont partis se réfugier dans la montagne ou sur le littoral, mais qu'il y a encore des personnes qui sont là pour faire une sorte de résistance passive et garder le quartier par leur présence uniquement. Et
Et à un moment donné, le caméraman entre dans une cage, dans un immeuble, une cage d'escalier que je ne reconnais pas parce que c'est assez sombre. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, donc tout ça était assez peu éclairé. Et brusquement, on a une porte d'appartement qui s'ouvre et on aperçoit des silhouettes dans l'entrée de cet appartement éclairé à la bougie. Et là, la caméra fait un gros plan sur une dame qui est assise dans cette entrée d'appartement et qui porte un pull comme ça dans une matière qui pique un peu et qui regarde le journaliste et qui lui dit vous savez, je pense qu'on est quand même peut-être plus ou moins en sécurité ici. Phrase incroyable. Enfin, je l'aurais cherchée, je l'aurais pas trouvée cette phrase. Je l'aurais inventée, ça aurait été impossible. Enfin voilà. Et cerise sur le gâteau, cette femme, c'est ma grand-mère maternelle qui est là. Vous imaginez mon émotion. Parce que forcément, quand on est devant une archive comme ça, on est obligé de se resituer enfin, voilà, à l'époque, j'avais 3 ans. Si ça se trouve, j'étais dans la pièce à côté. Est-ce que c'est vraiment ma grand-mère que je regarde ? Enfin, bon, c'est ma grand-mère, mais c'est ma grand-mère en 1984, donc c'est encore une autre personne. Enfin, bref. Et surtout, j'ai mis du temps à me souvenir que quand j'étais enfant, on m'avait dit ta grand-mère a été filmée par les Français. Je ne sais pas si tu connais cette partie de l'histoire. Non, cette partie-là, non. Et la découvrir. Et enfant, je m'étais dit, forcément, parce qu'on se protège comme on peut, inconsciemment, quand on m'a dit ta grand-mère a été filmée par les Français, texto, j'avais imaginé quelque chose de très glamour, ma grand-mère en star de cinéma, avec, je sais pas, au moins un brushing, un boa, enfin quelque chose d'un peu cinématographique, quoi. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que ta grand-mère a été filmée par les Français. C'était ce truc assez glauque quand même, où elle est, dans cette situation. Voilà pour les archives. Il y a, pour revenir juste quand même, parce que c'est un peu injuste, je n'ai fait que parler de mon travail, mais tout à l'heure on parlait de Georges Perec et il a, à la fin d'un de ses livres qui est un peu un livre de chevet pour moi, Espèce d'espace, il a son dernier texte où il parle de l'écriture. Et je ne vais pas vous le citer de mémoire parce que je risque de l'écorcher, mais il a cette très belle phrase qui dit écrire, donc c'est arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Et c'est le précise, moi, qui me touche beaucoup. Et il y a de ça dans l'attitude de ce personnage. C'est la précision d'un geste qu'on reconnaît tous du premier regard et qui est voilà, directement vecteur d'émotion, de compréhension, d'empathie et d'appropriation, en fait. Voilà. Merci. C'est très long, je regrette. Ouais, c'était surtout très touchant, mais Georges Perec, qu'on retrouve dans Je me souviens, Beyrouth, que tu as publié après. La deuxième image donc, que tu as choisie, donc, c'est sur le travail de Nicolas. Je crois reconnaître une personne, je ne sais pas qui est cette personne aux longs cheveux bouclés, surfeur d'argent. Mais là aussi, tu vois, j'ai mal compris l'intitulé. J'espérais vous faire parler tous les deux de ce début de collaboration. On peut. Après, moi, ce que je peux dire de cette page, c'est que je me suis dit, tiens, il ressemble à Nicolas Grivel. et puis à la fin, mais c'est Nicolas Grivel. Donc, saluer le talent de portraitiste de Nicolas. Et puis moi, après j'étais très curieuse de savoir, parce que je ne savais, enfin voilà, je connaissais pas vraiment votre lien. Tu as le même pull capuche-poche, la même veste, non ? Oui, c'était le même, et dire que c'était il y a 5 ans, c'est inquiétant. Je me demande où j'ai mis ce pull d'ailleurs, tiens. Du coup, est-ce que, Nicolas, tu veux nous parler de ce moment à Cracovie ? Donc j'ai rencontré Nicolas Grivel à Cracovie en 2015. On était à un festival, on était les deux seuls Français. Et il y a toujours un moment où les
les Polonais en ont marre de parler anglais avec nous, ils passent en polonais, genre vers 21h. Du coup, on n'avait pas le choix, on est devenus amis, un peu par dépit, parce que c'était ça ou rien, quoi. Enfin, et en fait, bon, là, c'est un peu compacté, en fait, dans la vraie vie. On est d'abord devenus amis à Cracovie, on a découvert les plats exotiques, tels que les pierogies, la vodka. Et c'est que plus tard qu'il m'a proposé un projet de bande dessinée à la Maison des Femmes. Mais bon, je voulais pas que l'introduction dure 10 pages, donc j'ai tout mis en une page pour voilà, c'est la contraction du réel, mais ça reste du réel. Ce que j'allais te demander, c'est que entre ce que tu as vécu, comment tu en fais une matière qui est une page de bande dessinée? Est-ce que tu t'autorises de rajouter quelques points de fiction, de modifier certains éléments pour avoir une mise en scène qui serait plus fluide? Comment tu pars du réel pour un peu, pas lui tordre le cou, mais de faire quelque chose où vraiment le lecteur se dise « Ok, j'ai envie de tourner la page ». En fait, ça dépend de quel réel on parle. Là, c'est un peu la scène qui lance le récit. Et c'est un récit à base de témoignages. Donc, dès qu'on rentre dans le témoignage des personnes, je reste plus fidèle à ce qu'elles m'ont raconté. Mais tout ce qui se passe avant ou entre les témoignages, c'est un peu de la glu. Enfin, c'est une façon de lier les choses entre elles. Comme les bouteilles de vodka, alors. Oui, voilà. Et quand on veut lancer un récit, il faut que ça aille vite. Faut pas que ça traîne. Faut qu'il y ait un tempo un peu plus rapide pour envoyer. Voilà. Donc, et c'est aussi une transition. Donc, je parle du livre que j'avais fait avant. Donc, j'essaie d'avoir toujours pour moi, tout livre que je fais, c'est un seul livre depuis le tome 1 de Kaboul Disco jusqu'à celui-là. Pour moi, c'est un seul livre avec plusieurs chapitres. Donc un chapitre Afghanistan, un chapitre Iran, un chapitre Ukraine, un chapitre Pologne, et ainsi de suite. Et là, tu peux aussi nous dire que tu t'es en Pologne pour défendre une édition polonaise de un de tes ouvrages. Donc ça permet de faire le lien entre ce que tu avais fait. Et ça fait du placement produit aussi. Sur la page d'avant, il y a un astérix avec marqué genre achetez-le ou un truc dans le genre. Petite question, est-ce que sur place tu prends... Je fais comme si je savais pas, mais je suis pas sûre de la réponse. Est-ce que sur place tu prends beaucoup de photos ou est-ce que c'est des choses qui par exemple tous les détails en arrière-plan, ça te vient au moment de dessiner ou tu travailles d'après des choses que tu aurais notées sur place ou La rue en bas, par exemple, c'est les personnages qui passent là, le cosplay, tout ça. Enfin. En fait. Donc comme je suis ami avec Nicolas Grivel sur Facebook, j'ai un peu téléchargé toutes les photos qu'il a mis de lui en ligne. Donc j'ai un dossier Grivel et il est toujours beau gosse en train de faire de la harpe ou je sais pas quoi. C'est digne de Lina. Non mais après c'est marrant, il y a le détail de la femme avec la valise à roulettes, typiquement le genre de trucs qu'on trouve en festival. Enfin. En fait, comme c'est une espèce de séquence un peu loufoque de lancement d'album, il y a beaucoup de liberté dans la planche. Ouais. Notamment donc la scène en bas avec la rue de Cracovie, c'est Google Street View. Ok, très bien. Parce que j'avais pas du tout, à l'époque quand j'étais en Pologne, je pensais pas faire une BD dont un chapitre se passerait à Cracovie. C'est ça que je voulais savoir. C'était un peu après coup, je me suis dit mince, mais bon sang. Et du coup, les personnes qu'on voit dans la case, c'est des collègues d'atelier. Ça, c'est Kevin à gauche. Ça, c'est quand je suis en train de dessiner la case, il y a Vanessa, une collègue d'atelier qui partait en voyage, donc j'ai mise dans la case aussi. Je suis en train de dessiner ce qui se passe autour de moi aussi, donc c'est une biographie un peu cachée. Et les personnages en arrière-fond dans les autres cases, c'est du n'importe quoi en fait. Ok. Par exemple, t'as Chewbacca avec son nom, il est marqué Kaka, donc c'est Cracovie Comics School. C'est ça, oui. Il est marqué Grrr, c'est son nom. C'est truffé de détails amusants. Voilà. Et après, comme c'est un festival de BD, je mets un peu des personnages de manga, de Star Wars. Donc on a une espèce de quelqu'un qui est habillé en cosplay de quelque chose. Le gars au milieu, c'est Fabien, c'est un des collègues d'atelier aussi. Donc en gros, si vous voulez être dans une bande dessinée de Nicolas, il faut être dans son atelier ou dans les pays qu'il traverse. Oui, mais comme dit, après, dans les témoignages des personnes, je demande un peu plus, je m'enseigne mieux sur... voilà. C'est vrai que là, il y a une véritable tapisserie de personnes qui sont dans ton atelier. Mais après, c'est un peu des gags entre nous. On se dit, vas-y, tu mets dans ta BD. Ouais. Et il y a tous les gens de mon atelier qui apparaissent à un moment donné.
Surtout dans les scènes de métro ou de bus, qu'on fait plein de personnages, ou de foule, tu peux mettre un peu qui tu veux, quoi. Tu mets ta famille, ça fait des gags pour les gens qui connaissent. Ça me rappelle un peu juste une parenthèse. Tardy, qui a travaillé donc sur la Première Guerre mondiale et qui montrait qu'il y avait un besoin, infini de nouvelles bouilles pour montrer les poilus, faisait poser tous les gens qui passaient par chez lui. Il leur mettait un casque de poilus sur la tête et il les mettait dans différentes positions. Il a des centaines et des centaines de photos de proches de lui qui posent avec un casque de la Première Guerre mondiale. Ce qu'il a fait sur c'était la guerre des tranchées, non, c'était vraiment sur ceci. Je vois que leur fil, donc on va continuer. Là, Antoine, donc c'est ta sélection sur le travail de Zéna et après sur celui de Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire le choix de cette page ? Alors, moi, ce qui me touche beaucoup, en fait, dans ton travail, j'ai lu celui-ci et ton dernier. C'est cette approche de la multiculturalité et de la bi- ou trilingualité qui, en tant que luxembourgeois, fatalement me touche, parce qu'effectivement, nous, on est ici, où on vit en tout cas en jonglant en permanence entre 3-4 langues. Et ça montre bien, en fait, justement, je trouve ça extrêmement inventif au niveau de la façon de montrer, la façon graphique de montrer cette espèce de construction de la langue avec des emprunts d'une autre langue qui nous vient plus naturellement, et toutes les ponctuations, en fait, c'est tout ce qui fait la matière d'une langue qui en fait n'est pas dans la langue écrite, oui, qu'on n'écrit pas dans les livres, mais qui fait en fait toute l'ambiance d'une langue, parfois aussi la personnalité d'une personne qui va ponctuer ses phrases d'une certaine onomatopée ou d'un certain mot. Et je trouvais ça magnifiquement bien trouvé aussi, avec comme si la langue était un fil brodé comme ça qui venait, où on allait mettre une perle entre. Oui, c'est ça. C'était vraiment bien trouvé. Et ça me touchait beaucoup, justement, parce que j'ai aussi vécu un an en Espagne, et là le fait de dire que voilà, cette ponctuation de regarde, c'est mira en espagnol. Et oui, c'est du coup de voir des parallèles même entre différentes langues qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça m'avait beaucoup touché et ça m'avait beaucoup amusé. Je trouve que tu es très didactique, tout en restant extrêmement créative au niveau graphique et au niveau narration dans les 2 livres en tout cas que j'ai lus de toi. Merci, c'est sympa. Mais du coup, j'ai une question à te poser. Quand on est luxembourgeois et qu'on parle en français, quelles sont les interjections qui viennent faire irruption d'une autre langue vers le français ? Il y a des équivalents à voilà, certaines expressions ou des choses intraduisibles qui viennent sans crier gare, qui débarquent dans une phrase. Il a dit 75 avant, non? Non, mais ça, c'est. Je sais pas si ça. C'est politique. Je revendique ça. Alors, moins. Je te pose une colle, peut-être, je sais pas. Non. Alors, c'est très difficile pour moi de répondre parce que j'ai grandi de manière complètement bilingue. Et je me suis jamais posé la question parce que justement, c'est dans un monde qui fonctionne comme ça. Par contre, ces notions de trucs intraduisibles, oui, comme cette espèce de... quand quelqu'un vient d'avoir une nouvelle coupe de cheveux, c'est Naaman. Naaman, ouais. Naaman, voilà. Il y a des mots comme ça en luxembourgeois qui décrivent bien mieux la réalité d'une chose que le mot en français. Que le mot en français. Et j'ai remarqué ça avec mes frères et sœurs, par exemple, on est plutôt francophone à la maison de par mes parents belges. Des mots qui sont vraiment entrés dans l'usage, par exemple, une chloupe, pour dire une gorgée. Je trouve qu'une gorgée, une chloupe, ça dit tout de suite... C'est une onomatopée, presque. Presque, en fait. Alors, on a ça en alsacien aussi. On dit un schluck et un stück, un petit morceau. Oui, voilà. Un stückele, c'est un tout petit morceau. Oui, il y a des mots qui sonnent beaucoup mieux et qui représentent beaucoup mieux ce qu'ils sont censés représenter que dans une autre langue. Cool. Je pense que... C'est super intéressant. On passe à l'image que tu as choisie
donc, de Nicolas sur le livre À la Maison des Femmes. Moi, j'ai choisi en fait cette page-là parce que je trouve que dans ton récit, c'est un peu le point de bascule entre des témoignages relativement courts, relativement journalistiques, j'ai envie de dire, en format très court, des gens qui se livrent, on a l'impression, hein, peut-être que c'est juste l'impression que ça donne, mais en une séance, si on veut, de questions-réponses, alors qu'ici, on voit que c'est une personne, d'ailleurs, que tu vas remontrer dans différentes étapes dans le livre, et où on voit qu'il y a une vraie promiscuité qui s'installe, et qui, en plus, le hasard fait bien les choses, j'imagine, mais voilà, en plus, elle dessine, et ça va te permettre d'inclure quelque chose d'extrêmement intime, parce que c'est son journal, son journal intime, que tu vas pouvoir inclure dans ta BD et qui témoigne vraiment de la proximité, j'imagine, que vous avez nouée entre vous deux. Et je trouve qu'il fait toute la puissance de ton travail où, comment dire, c'est là que tu te démarques vraiment. J'ai l'impression d'autres, parce que de la BD bande dessinée du réel, il y en a d'autres, mais là, on sent vraiment qu'il y a de l'affect qui entre en jeu. Il y a une promiscuité, une confiance qui s'installe, qui traverse la BD jusqu'au lecteur et qui est vraiment qui fait toute la force, je trouve, de ce récit. Et c'est vraiment, pour moi, dans cette page-là que ça s'installe. Je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, alors effectivement, tu as raison. C'est vrai que c'est la première personne que j'ai interrogée qui est devenue une amie, en fait. En fait, quand tu enregistres des récits de personnes qui ont vécu des choses horribles, tu essaies de garder une distance et de rester à ta place en tant que personne qui enregistre. Mais là, il s'est passé un truc, on est devenus amis, c'était pas prévu. Et du coup, on s'est vu beaucoup plus souvent. Je l'ai accompagnée au tribunal quand elle a eu le procès contre son ancien conjoint. Et elle m'a montré plein de choses, des extraits de sonores, son carnet. Et effectivement, c'est presque un deuxième livre qui commence, en fait. Et pour moi, c'était un moment où, en fait, à la Maison des Femmes, j'ai essayé de rencontrer des femmes victimes de violences conjugales. Il y avait des groupes de parole, mais à chaque fois que je voulais y aller, on m'avait interdit l'accès parce que j'étais un homme, et puis elle ne voulait pas qu'un homme assiste à ça. Et en fait, j'ai rencontré cette femme, non pas par rapport à ce qu'elle a vécu, mais parce que sa psy, que je connais, voulait un avis sur son travail d'autrice de BD. Ah, j'allais te demander, d'accord. Oui, en fait, donc, je l'ai rencontré pour voir son carnet, parce qu'elle voulait savoir si c'était assez bon pour être édité ou pas. Et au final, ça a été édité, en fait. Mais, dans ton livre oui, dans ce livre. Mais elle touche un pourcentage sur... Elle est co-autrice. Elle est co-autrice, de certains chapitres. Et en fait, la qualité graphique de son travail n'a aucune importance. En fait, c'est le fait que c'est fait en direct par rapport à son ressenti même. En fait, c'est elle qui s'exprime en couleur. Je trouve que c'était un processus d'incorporer son travail qui était dans la lignée de ce qu'a pu faire Emmanuel Guibert avec Didier Lefebvre sur le photographe. Ouais. C'était vraiment sur cette optique-là. Et c'est vrai que cette Maison des Femmes, qui est un refuge pour des personnes qui ont été victimes de violences, permet peut-être, parlant de refuge, de parler de la sélection de transition, agilité, physiquement moyen, mais Nicolas, du coup, je te laisse aller sur... Alors en fait, j'ai un peu triché, j'ai choisi une page qui me parle à moi par rapport à ce que j'ai vécu, plus que par rapport à ce qu'a vécu Zena. En fait, il se trouve que j'ai eu l'occasion de me rendre à Bamiyan, donc c'est en Afghanistan. Et la première fois que je suis allé à Bamiyan, c'était avec un ami, Tristan. On avait passé 1 mois, 2 mois assez intenses à Kaboul et on était très fatigués. C'était le premier moment où j'ai vraiment apprécié le fait de découvrir l'Afghanistan et on est devenus amis à ce moment-là. Donc ces 2 cases me rappellent ce moment-là. Alors par contre, je me souviens pas qu'il y ait des hautes herbes dans la plaine de Bamiyan.
Parce qu'on voit souvent des personnages qui marchent, ça fait scritch, scritch, scritch dans l'herbe. Mais moi, je me souviens qu'on marchait sur un terrain plutôt... Enfin bref, peu importe. Et... Il y a aussi, il y a surtout l'anomalie les Bouddhas ne sont pas aussi proches en réalité. Oui. Là, j'ai un peu triché dans les proportions, mais dans tout le livre, ils sont sur une. Quand ils sont ensemble, c'est sur des pages doubles, et ils sont chacun à un bout à une extrémité de page. C'est vraiment le seul moment où je me permets. Une licence poétique. Ouais. Oui, voilà. C'est vrai que parce qu'en fait, c'est une histoire justement de dualité. Il y a ces deux femmes qui sont là-haut, qui sont en position symétrique. Enfin voilà, c'était plus pour des questions poétiques que de précision topographique. Là, pour le coup, j'ai fait un petit pas de côté. Oui, la composition peut être changée selon pour différents éléments, rajouter de la poésie sur une œuvre, c'est l'ordre du possible. En tout cas, moi, je me le suis permise dans Prendre refuge en particulier. Parce que je l'ai beaucoup fait dans le piano oriental, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'introduction des sons et des onomatopées, donc j'avais besoin que le lieu soit sonore et qu'il y ait des pas dans l'herbe, qu'il y ait des cailloux qui roulent, qu'il y ait quand même un son terrien face à l'immensité du ciel, qui est un motif qui revient dans tout le livre. Voilà, donc il y a, oui, parfois certaines choses qui sont contournées. Je l'ai fait dans Prendre refuge parce qu'en fait, comment dire, il ne s'agissait pas là de restituer l'exactitude d'un territoire, mais plus de se servir de sa substance poétique et onirique. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais c'est un livre qui suggère des pistes de lecture plus qu'il ne précise un récit. Il y avait évidemment une histoire, en fait c'est deux histoires parallèles, une histoire double, mais il y a aussi une troisième qui est celle que chaque lecteur peut se faire en tissant les fils entre les deux histoires. Et c'est fait à travers beaucoup de symboles, la dualité, puis plein d'autres choses, mais voilà. En tout cas, je vous laisse découvrir. Oui, c'est un livre que je vous invite à lire, que tu as coécrit avec Mathias Sénard. Oui. Donc, je vois que le temps file et on vous donnera aussi la parole. Donc, désolé d'écourter parce que moi, je pourrais vous écouter des heures et des heures. Alors, on a choisi dans la même BD. Le ferme à minuit, mais on a. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail d'Antoine, c'est son côté cinématographique dans la narration, où il y a des passages entiers qu'on comprend qu'avec l'image, sans texte, sans son. Et aussi le fait de raconter deux scènes en parallèle, que j'aime beaucoup. Donc là, il y a le gars qui se bourre la gueule dans un bar. Pendant ce temps, sa copine reçoit un étranger chez elle. Donc, je peut-être pas. Et ça se passe au même moment, et on sent qu'au moment où il lâche son verre de schnapps, c'est peut-être le moment où le couple jouit, peut-être. On peut devenir une espèce de. Il passe la porte. En tout cas. Oui. Il passe sa porte, mais après en plus on voit pas le verre qui tombe et on le voit, enfin on le voit qui tombe, mais on voit pas le verre au sol. En fait, ça coupe après. Et voilà, c'est un peu le. C'est vrai que la dimension cinématographique, même dans la planche que j'ai choisie, qu'on a vue tout à l'heure, à aucun moment ce qui revient. Enfin, il y a plusieurs cases où on voit la personnalité et quelque chose en premier plan, mais c'est jamais dessiné du même angle. C'est quand même assez fou. Moi, je fais exactement l'inverse. Du coup, ça m'impressionne beaucoup. Cette dextérité dans le dessin de l'espace. Filmer une chaussure ou une main entre deux dernières cases, il y a genre, hop, on arrive quasiment à compter le temps qui passe. Non, vas-y, Antoine. Oui, c'est vrai que, comment dire. Comme là, sur cette histoire-là, j'ai travaillé avec un scénariste. J'ai l'impression que justement, tout ce qui était agencement des cases silencieuses, c'était là où je pouvais me lâcher, où j'avais toute liberté. Et c'est là où justement j'aime bien jouer, parce que oui, peut-être que paradoxalement,
à être parfaitement bilingue, moi, ça me rend plus silencieux. Oui. Ouais. Mais elles sont très écrites, cette séquence est écrite. Elle est silencieuse. Non, pas vraiment. On voit qu'elle est... Ah oui, Enfin, dans ma tête, oui. oui. Ouais. Et par exemple, sur le scénario, parce que c'est vrai qu'il y a différentes façons d'écrire pour les dessinateurs, dessinatrices, est-ce que le scénariste te laisse une liberté complète de mise en scène, de découpage, ou tu préfères avoir un scénario qui est très détaillé en disant angle de caméra, etc., ou tu préfères avoir cette liberté-là? Moi, je préfère tout à fait avoir la liberté. D'ailleurs, en fait, le scénariste là en question, il n'est pas du tout scénariste de BD à la base, il est scénariste pour le cinéma. Et du coup, il m'a dit dès le début, écoute, tout ce qui est de plan, de découpage de ta page, tu fais ta popote, c'est toi l'auteur. Et en fait, bon, d'un côté, ça doit être très reposant d'avoir quelqu'un. Enfin, je sais que Johan Soir, par exemple, quand il est scénariste, c'est limite s'il ne fait pas le storyboard à la place du dessinateur. Et ça doit être très reposant, je crois. Et ça doit être aussi intéressant de pouvoir se laisser aller et un peu faire confiance à quelqu'un d'autre et de trouver sa liberté sur un terrain très, très concis. Mais jusqu'à présent, moi, justement, le pied que je prends, c'est quand même de travailler sur les séquences d'images et m'imaginer en petit oiseau comme ça, voler à travers la scène et trouver les points de vue les plus intéressants et justement de varier les plans un maximum aussi parce que c'est, comment dire, c'est une façon pour moi de challenger un peu mon dessin. Voilà. Et on le sent vraiment, et puis on sent ce plaisir de mouvement. C'est vrai que donc là, la transition après, c'est que par rapport au mouvement, je vous ai demandé une sélection sur des images justement où France Mazerel, qui est souvent présenté comme l'un des pères fondateurs du roman graphique, lui justement le mouvement c'était peu le cas, c'était plus de l'illustration. L'exposition donc qui cherche la paix donc sera prochainement donc au musée de la Résistance. Donc chacune, vous avez choisi une image pour vous qui est emblématique du travail de France Mazerel. Zéna, je te laisse la parole sur l'image que tu as choisie. On dirait quoi? Ta toute première BD. Tiens, la rue. j'ai pas pensé à ça. Oui, si. Ah oui, tu as raison, 38 rue Youssef Semani, mais mieux dessiné quand même. Oui. Alors moi j'ai choisi cette image. Elle est tirée d'un livre publié par les éditions Martin de Halleux en France. Par lequel moi j'ai découvert France Mazerel. Enfin non, j'ai d'abord découvert France Mazerel par le biais d'Art Spiegelman, une masterclass d'Art Spiegelman où il montrait certaines images de Mazerel. Je dois avouer que je connaissais pas du tout et que j'ai été complètement fascinée. Et donc après j'ai fait des recherches et de fil en aiguille je suis tombée plus tard sur cet éditeur qui a publié 3 ou 4, je pense, livres de Mazerel. Donc là, c'est le livre intitulé La Ville, où donc voilà, sur chaque page, il y a une tranche de vie d'une ville, voilà. Et là, c'est au niveau des façades. Donc, comme vous voyez, des façades de plusieurs immeubles mitoyens. J'étais assez fascinée par l'utilisation justement des fenêtres comme des cases et par la temporalité, en fait, comment toutes ces actions se déroulent en même temps. Voilà, tous ces personnages empilés qui font des choses diverses au même moment, tout simplement. Et puis, bien sûr, la construction. Et, dans ce livre, il y a une très belle préface de Charles Berberian qui parle justement du noir de France Mazerel qui n'est jamais le même. Et je sais pas, on n'a peut-être pas le temps, mais j'ai fait une capture d'écran, si vous voulez, je vous la lis, ou plus tard. On a le temps. Ouais. Où est mon sac? Et c'est vrai que Mazerel, on en parlait, hein, a inspiré énormément donc Jacques Tardy. Tardy a été très inspiré aussi par Gus Boffa, le travail sur le noir et blanc. Et c'est vrai que Art Spiegelman, donc l'auteur de Maus, parle
très 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 souvent du travail de France Mazerel. Et ce qui me semble aussi étonnant sur cette image, tu as raison, hein, chaque fenêtre ressemble à comme une vignette de bande dessinée. Récemment, une dessinatrice ukrainienne a repris ce principe pour montrer des moments de vie sur la ville de Kharkiv qui a été complètement détruite. Donc malheureusement, le travail de Mazerel a toujours une résonance, quel que soit le moment de la guerre. Je vous la lis. Ouais. Ouais. Alors, c'est donc la préface de Charles Berberian. Il dit « Tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Et pourtant, si, quand on regarde un dessin de France Mazerel. Et pourtant, non, pas tout à fait. Les noirs ne sont pas tous les mêmes, les blancs non plus. Certains sont loin, au fond d'une perspective labyrinthique. D'autres sont au premier plan, à 2 mm de mon regard étonné, ravi, subjugué. Comment fait-il pour détacher ce poteau aussi noir que le ciel sombre qui l'entoure et avec lequel il se confond à certains endroits ? Ce sont 2 petits traits blancs qui, sur chacun des flancs du poteau, font l'affaire. Comment se fait-il que le noir du poteau soit dur, dense, solide et le noir du ciel vide, creux, alors que c'est le même noir ? C'est un noir différent, moins noir ou plus noir. Mazerel utilise toutes les valeurs du noir alors que c'est impossible. Noir, c'est noir normalement. Et c'est pareil avec les blancs. Le chaos des immeubles, la foule qui ondule à ses pieds, un éclair dans le ciel. Le dessin de Mazerel est une symphonie de blanc et de noir, tous différents, qui racontent la violence de cette ville, de notre monde, de nos désirs, ainsi que la fragilité de nos chairs et de nos espoirs. C'est beau. C'est un très beau texte. Ouais. Voilà, je ne vais rien ajouter, je crois, à ça. Oui, je crois que... Ça va être difficile. Antoine, à toi maintenant sur cette image. Moi, c'était juste ça. C'est une illustration qui était, qui je trouve faisait écho un peu à la situation aujourd'hui et qui démontre un peu aussi de la force de Franz Mazerel, qui tient de la presse, en fait, du dessin de presse. C'est comme ça qu'il a commencé et qui juste pour moi montre un peu cette, en tant que blanc, hétéro, né dans les années 90, qui n'a jamais connu la guerre, c'est de voir juste cette absurdité où au final, qui que ce soit qui se bat, qui gagne, qui perd, au final, on est tous à devoir porter le poids commun des conflits passés, quoi. Donc, sur le brancard, on voit bien un casque à pointe et une tête de Français. Les brancardiers, c'est eux-mêmes qui doivent porter eux-mêmes leurs cadavres. C'est un peu juste l'idée que ça m'évoquait, et je trouve que ça montre très bien cette force évocatrice, juste en une illustration, de montrer toute l'absurdité et la noirceur de la connerie humaine, quoi. Nicolas, ça va être à ton tour. Merci Antoine. C'est vraiment une image, cette image-là aussi est très, très, très... Ouais, donc ça s'appelle La colère, je crois. Et je suis tombé dessus en faisant des recherches sur Internet il y a 3 jours. Et je connaissais... Et en fait, pour moi, je sais pas, j'ai vu cette image et ça m'a choqué. C'est une colère qui devient carrément folle, genre une espèce de folie colérique. Sans que c'est quelqu'un qui en peut plus, je sais pas, ça va être le dernier stade avant la folie, je sais pas. Et pareil, en ce moment, je lis beaucoup ce qui se passe en Ukraine et j'ai des moments de colère en moi. Bon, pas à ce stade, hein, Dieu merci. Et c'est vrai que j'ai visité l'expo avec toi tout à l'heure, et c'est vrai que toutes les images qu'on a vues, elles ressemblent tellement aux images qu'on a d'Ukraine, avec toute cette profusion de tanks, de corps, et c'est très étrange parce que nous, quand on parle de la guerre, souvent on parle de guerres qui sont finies, en fait. Quand Zena parle de la guerre au Liban, c'était la guerre de son enfance. Quand je parle de la guerre en Afghanistan, je suis arrivé après la guerre. Bon, maintenant elle est revenue, mais il y a un travail il y a la guerre, puis il y a la paix, et après les artistes où les gens repensent à ce qu'ils ont vécu. Et maintenant en Ukraine, il y a des gens qui naissent pendant la guerre, comme Zena, et qui en parleront peut-être dans 20 ans, 30 ans.
Et il y a plusieurs générations qui naissent en ce moment en Ukraine, et pendant 50, 60, 100 ans, il y aura des gens qui seront traumatisés par ce qui se passe aujourd'hui. Et on est au début et là on a la fin. Là on a la fin, et puis là donc ça fait une espèce de boucle. Et c'est vrai que l'une des rares fois que France Mazerel donc, a une illustration qui s'appelle L'enterrement de la guerre, où il utilise la couleur, c'est vrai que ça permet de basculer sur la dernière image que je vous ai demandé. C'était une image sur votre travail qui pouvait représenter au mieux l'espoir et une image de paix. Zéna, c'est ton choix. Pourquoi vous rigolez? Le contraste avec l'image d'avant. Oui, ouais, c'est... Il est un peu plus paisible là, c'est vrai. Oui, alors c'est une image tirée du piano oriental où je raconte l'histoire de mon arrière-grand-père, qui est ce personnage de profil avec son tarbouche sur la tête et qui a inventé dans les années 50 un piano bilingue qui arrive à jouer le quart de ton de la musique orientale. C'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits. Il a mis au point un mécanisme qui, je vous la fais courte là aussi, qui permet de jouer les quarts de ton avec quand on enclenche une pédale. Et ce qui est intéressant, c'est quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc voilà, un instrument bilingue qui existe et qui est aussi, en tout cas je m'en suis servi comme d'une métaphore du bilinguisme, de la double culture et plus généralement de la circulation entre les cultures et les choses qui ont l'air d'être de deux mondes différents, en fait, je m'en suis servi comme la métaphore d'un lien, en fait, entre des choses qui ont l'air impossibles à relier. Et donc, par la force de la musique et de l'art et de la transmission, puisque c'est mon arrière-grand-père, je suis à côté. Là, maintenant que vous m'avez vu, vous pouvez vous douter que ces boucles sont les miennes. Donc, par le biais de l'art, de la transmission, on peut se permettre d'imaginer peut-être un monde où les choses sont moins... où on n'a pas besoin de choisir, en fait. Et donc, dans l'image, dans la fenêtre, il y a des éléments de Beyrouth et de Paris qui se mélangent. On voit la Tour Eiffel au bord de la mer Méditerranée, avec les palmiers qu'on peut retrouver au Liban, un mélange d'architecture entre les immeubles haussmanniens au premier plan et les maisons plus traditionnelles libanaises. La grotte aux pigeons, qui sont ces deux grottes, en fait, qui n'est ni une grotte, ni qui ne contient pas de pigeons non plus, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est dans le quartier de Raouché, Raouché venant du mot rocher qui date du mandat français. Voilà. Oui, donc pour moi, c'est cette image en fait qui vient un peu apaiser ce conflit entre. Alors c'est un conflit intérieur que j'ai surtout vécu au tout début quand je suis arrivée en France, où en fait il y avait une espèce d'injonction à choisir. Est-ce que tu es plus ceci ou cela? Est-ce que tu es plus à l'aise en français ou en arabe? Est-ce que tu rêves en français ou en arabe? Est-ce que tu te sens plus française que libanaise? À la fin, je me suis dit, mais pourquoi choisir? Je peux pas être les deux. Si, en fait. Voilà, donc cette image vient dire un peu tout ça, tricoter un peu tout ça ensemble et faire une jolie tapisserie apaisée. Ce piano qui est trait d'union et cette image, oui, on a l'impression de respirer après ce qu'on a pu voir. C'est vrai que c'est très construit, je me rends compte. C'est quand même... Antoine, le choix de ton illustration. Alors en fait, c'est c'est une illustration de nouveau que j'avais sortie donc pour le Luxemburger Wort, qui en fait célébrait les 75 ans de Nuremberg. Et en fait, ça fait peut-être un peu Miss France de dire ça comme ça, mais je crois que quand on a l'idée de paix, il n'y a pas de paix sans justice, parce que sinon ça va juste recommencer.
enfin, en tant que luxembourgeois, on a quand même on baigne entre le monde francophone et germanique, et donc même au niveau de l'apprentissage de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Première, on nous véhicule quand même beaucoup l'idée que l'une était la conséquence de l'autre. C'est qu'en fait, que la façon dont la Première Guerre mondiale a été terminée, conclue d'une certaine façon, a engendré, si on veut, le deuxième conflit, de par une forme d'injustice, en fait, et juste de renversement des situations où l'oppresseur devient... l'oppresseur devient opprimé, et aura envie de se venger. Et voilà. Comme je disais, un peu Miss France, mais... Merci Nicolas, ton image. Tu peux, si tu le souhaites, même chantonner, si tu veux, le début. Ça permet... Alors, c'est pas le personnage qui chante, mais c'est le film que regarde le personnage dans l'avion, c'est La Reine des Neiges. Et en fait, c'est une image dont j'étais hyper fier parce que j'avais bien dessiné les nuages. Et je me suis dit, les cumulus, c'est les stratus, en fait. C'est les nuages du dessus et d'en bas. Et voilà. Et en fait, donc c'est dans la Maison des Femmes, c'est la fin d'un chapitre qui raconte l'histoire de Lila qui a échappé à un mariage arrangé en Mauritanie. Et donc il y a plein d'aventures. Enfin, bon, finalement, elle arrive après 1000 péripéties à prendre l'avion et à s'échapper. Et dans l'avion, elle écoute, bon, c'est un peu un gag, libéré, délivré, vous ne m'enfermerez plus jamais. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Et il y a toujours des avions dans mes livres, et en général, je prends toujours le même avion depuis 2007, et je copie-colle d'album en album, je change juste le nom de la compagnie aérienne. Et là, c'est l'une des rares images dans laquelle je redessine entièrement un avion sans le copier-coller. Donc c'est un avion que j'ai fait que pour cette case. En plus des nuages qui étaient très beaux. Et franchement... Oui. Ouais, il est de profil, et puis en gros, il y a toujours marqué bienvenue à bord du vol truc, machin, comme dans les Tintins. Et dans La Maison des Femmes, c'est le seul album dans lequel c'est jamais moi qui prends l'avion, c'est toujours les personnages dont je raconte l'histoire. C'est un peu une astuce. Je crois que nous avons terminé cette table ronde, mais maintenant elle vous appartient. On a encore, je pense, du temps, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah ouais, je crois que... Pas de questions. Frédéric. Déjà, merci. Merci à tous les quatre parce que c'était franchement très plaisant, intéressant. On a voyagé, c'était vraiment une histoire. J'étais très bien. Après, les questions, je sais pas, mais en fait, ça m'a fait penser à plein de choses. Et à un moment, vous avez parlé du blanc ou du vide, un peu de chacun. Et ça m'a fait penser à... C'est un peu comme la musique, où il y a, je ne sais plus qui disait ça, Miles Davis, mais le moment de silence, c'est peut-être là où il se passe quelque chose. Et des fois dans la BD, c'est un peu la même chose quand vous... parce que moi je ne sais pas BD. Mais vous avez un peu ce séquençage. Je ne parle pas forcément du vide qu'il y a dans la case, mais le vide entre plusieurs cases. Et ma question, c'est plus par rapport au choix que vous faites par rapport au séquençage de vos idées. Comment vous essayez de construire, comment vous voulez faire passer le message en construisant vos cases. Quel choix vous êtes amené à faire pour faire passer mieux votre message. C'est pas facile. Dans le découpage, tu veux dire ? Dans le découpage, Ou... vous savez faire passer un message à travers soit une planche, soit une séquence. Et quelle question, quelle réflexion vous avez en tête pour justement faire passer du mieux que vous pouvez ce message à travers ce travail de... Moi, personnellement, c'est le bleu. Ça répond pas à la question.
Moi, parfois, quand je fais des BD assez longues, j'ai tendance quand j'ai un storyboard, à l'imprimer en petit et mettre tout par terre. Et je regarde assez rapidement la vitesse des séquences, les moments où ça va trop vite, les moments où ça va trop lentement, les moments où faire des pauses. Et je vois ça c'est un peu prétentieux, mais un peu comme une symphonie, avec des coups de cymbales par moment, avec des motifs récurrents, chaque instrument est un personnage, il y en a qui viennent au début, il y en a qui reviennent à la fin. Et, enfin, je construis un peu comme ça, à voir un peu avec les mathématiques aussi, le cadrage, le machin, et la musique, même s'il n'y a pas de musique. Tout à l'heure, dans la planche que j'ai choisie de toi, celle où on voit Nicolas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parce que tu parles de symphonie, en fait, c'est vraiment... Vous avez remarqué, en fait, c'est un chant contre chant. On voit donc d'abord Nicolas qui regarde Nicolas, et ensuite Nicolas qui regarde Nicolas. C'est pratique. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'à l'image, il passe du fond gris au fond blanc, gris, blanc, gris, blanc. Enfin, on s'en rend pas forcément compte à la première lecture. Mais on ne s'est pas rendu compte. Non, mais voilà, c'est des détails. Ce sont des détails que, en fait, là, que nous, dont on est conscient et qu'on essaye de... Enfin, c'est un des subterfuges, en fait, pour justement ponctuer. Oui, moi je fais beaucoup ça, en fait, quand... Enfin, je trouve quand même que c'est très, très proche. Tu as parlé des silences, mais c'est vrai que c'est quand même hyper important, les moments où tout d'un coup il y a... Je t'ai interrompu, Nicolas, pardon. Non, enfin, juste te dire ça. Enfin, je parlerai de ça tout à l'heure, mais... C'est une page plutôt de comédie, en fait. C'est plutôt... il n'y a pas vraiment d'action, c'est juste l'échange de répliques qui fait le rythme, en fait. C'est parce qu'on aime bien faire des bons mots avec Nicolas, et puis... Oui, puis tu as, pardon, mais juste pour terminer, après tu as exactement l'inverse, c'est la pleine page avec une seule chose, comme l'avion, ou une seule chose à voir, et là tout d'un coup, ça peut ressembler soit à un silence, soit à une pause dans une portée musicale. Voilà. Moi personnellement, je travaille toujours la double page, donc c'est toujours en regard, la page de gauche en regard de la page de droite, et je vois comment tout ça fonctionne, s'équilibre, et comment l'œil se circule. Il me semble que c'était Comès qui parlait de l'espace entre les cases, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense qu'il disait l'essentiel d'une bande dessinée se passe dans le blanc entre les cases. Je me demande si c'était pas par rapport à Silence, justement, son album. Je crois, vaguement, mais il y a beaucoup de ça aussi. Magnifique dans le album, Silence. Oui. Donc, auteur qui était dans les Ardennes, qui a fait La Belette aussi, auteur à suivre. Moi, je me permets d'approfondir ta question, Frédéric. C'est que, je ne sais pas, selon vous trois, vous travaillez à partir de l'écriture d'un scénario ou découpage, mais est-ce que vous autorisez une part d'improvisation à partir de cette matière-là? Et si oui, quel niveau vous dites, ok, je ne dois pas tout figer parce que sinon je vais perdre un peu dans mon travail? Bon, alors je commence parce que parce que classiquement, il y a l'étape du scénario, ensuite le découpage. Le découpage, c'est décider combien de pages par scène et combien de cases par page. Enfin, ça vient donner le rythme. Et ensuite, il y a le crayonné, ensuite l'ancrage, et quand il y a de la couleur, il y a la couleur après. Ça, traditionnellement, c'est un peu comme ça qu'on fait. Après, je pense qu'il y a autant de façons de faire que d'auteurs. Personnellement, ça m'angoisse de faire ça, parce que j'ai l'impression de faire 5 fois le même chemin, quoi. Et qu'une fois que le scénario est écrit, après, ça m'intéresse moins de découper, ensuite de dessiner, ensuite seulement d'ancrer. Donc je fais tout à la fois, ce qui est assez peu pratique, et je perds énormément de temps. Mais en fait, ça me permet justement d'avoir des plages de liberté pour des choses instinctives qui arrivent à un moment donné qui n'étaient pas prévues. Ça me permet aussi de déplacer les pages, de me dire ah tiens, ce truc que j'ai dessiné en tout début de projet, il serait plutôt bien à la page 110.
Ça me permet cette souplesse qui m'est chère. Voilà, chacun a sa manière de faire. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, enfin, moi souvent quand je fais des projets assez longs de 200 pages, c'est un peu un magma avec plein d'idées, des trucs, des machins. Et j'essaie d'avoir la fin en tête assez vite. Je crois que c'est Truffaut qui disait Oui. que on ne faut pas commencer à raconter une histoire si on n'a pas la fin en tête. Oui, c'est vrai ça. En fait, ça donne une direction, et dans le magma des idées, des personnages, des séquences, quand on sait où on va, on se perd pas trop en chemin. En gros, c'est il était une fois et la fin quoi. Ouais, Quoi? et il m'est arrivé d'écrire une première fin, mais comme je travaille sur du réel, le réel, il s'arrête pas. Et j'avais fait une BD qui se passait en Iran, par exemple, et la dernière scène se passait en 2008. Non, oui, à la fin d'un procès, et le temps que je fasse le storyboard, il y a eu, oui, ben voilà, il y a eu une révolution en 2009 en Iran, le mouvement vert, et du coup je me suis dit, c'est dommage, je vais pas le mettre dedans. Et du coup j'ai réécrit la fin, et ça a changé un peu le début, parce qu'il y a des choses qui avaient la fin. Donc j'ai réécrit en fonction d'une nouvelle fin, alors j'ai déjà une première fin. Par exemple. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ouais. À un moment, vous avez parlé que vous voyagez, que le voyage, faire le voyage, ça vous sert comme matériel pour construire vos histoires. Et ce qui est important, c'est de voyager seul, justement aussi peut-être pour ouvrir des opportunités de rencontre. Ou est-ce que voyager en groupe ou avec d'autres gens, ça referme ces opportunités? En fait, j'ai remarqué quand je pars en voyage sans idée préconçue, parfois il se passe rien. J'ai fait des voyages où il se passe rien. Et en fait, non, il y a une époque où mes tout premiers voyages, j'y allais avec un carnet, je faisais du carnet de croquis, je racontais, enfin, je dessine. Mais maintenant, ça me satisfait plus, donc j'essaie d'avoir une idée avant de partir, genre un axe, enfin un truc. Et là, mon dernier voyage, je suis allé en Israël et en Palestine avec un photographe anglais pour faire un documentaire. Et la thématique, c'était l'eau. Donc on allait voir dans ces deux pays tout ce qui touche à l'eau, en fait. Et raconter la géopolitique à travers l'eau. Et une fois qu'on avait ça, on savait exactement ce qu'on cherchait. On allait dans des usines de désalinisation d'eau de mer, on allait voir des pompiers, des fermiers, des gens qui se baignent dans la mer morte. Enfin, on avait une espèce de... l'eau dans la religion, avec les baptêmes dans le Jourdain. Et du coup, la narration, enfin, on n'a pas perdu de temps parce qu'on avait... Mais la première fois que j'étais en Israël, j'avais pas d'idée a priori. Je me suis un peu promené à droite à gauche. La première fois, j'étais seul, mais je me suis beaucoup ennuyé parce que je savais pas trop quoi faire. Mais est-ce que ça incite pas justement à aller voir l'autre et justement faire des rencontres? Si, mais il y a des pays qui s'y prêtent plus que d'autres. Genre en Palestine, les gens viennent plus facilement vers vous. En Israël, oui, ça dépend. Il y a des gens qui aiment pas trop qu'on voit. Oui, quand on dessine, en général, il y a des curieux qui viennent autour de vous. C'est vrai, ouais. Mais en Israël, on est un peu dans un pays occidental, on est un peu comme en France. Les gens vous invitent pas spontanément chez eux. Enfin, mais alors qu'en Palestine ou en Iran ou dans le monde arabe en général, au Liban, enfin, il y a une espèce de sens de l'accueil qui est assez agréable à vivre. J'avais été en Éthiopie, j'avais moins accroché que les Éthiopiens qui sont un peu plus mystérieux, et c'est un pays qui se mérite. Enfin, il faut peut-être apprendre l'amharique, passer plus de temps. Donc il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres pour l'inspiration, je pense. Peut-être quand on est seul, on est soi-même plus disponible. Tout simplement, c'est pas forcément ceux du pays. Mais j'ai pensé à un texte de Georges Perec encore. Je vous le lis. Non, mais sur les frontières, je peux. Tu peux, oui. C'est rapide. Parce qu'en fait, au-delà du voyage, de faire le voyage, il y a aussi le déplacement et tout d'un coup des choses qui ne sont plus du tout familières et qui font qu'on envisage autrement, enfin tout autrement.
en gros, je ne vais pas tout lire, mais il dit « Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant. Une limite imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d'ailleurs n'est jamais vraiment sur la ligne qu'elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de mètres en deçà ou au-delà suffit pour tout changer, et jusqu'au paysage même. Et c'est là en fait. C'est le même air, c'est la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même. La graphie des panneaux routiers change. Les boulangeries ne ressemblent plus tout à fait à ce que nous appelions un instant avant boulangerie. Les pains n'ont plus la même forme. Ce ne sont plus les mêmes emballages de cigarettes qui traînent par terre. Et parfois, ça suffit pour avoir une étrangeté dans le familier qui fait que on entre dans le récit. Merci Georges Perret qui m'a beaucoup aidé ce soir. Comme vous voyagez beaucoup, c'est bon pour les bébés et tout ça, pour le matériel, est-ce qu'il y a des populations qui vous ont moins bien reçus en fait, et aussi savoir quel est le regard des différents endroits où vous habitez par rapport à la BD, en fait, par rapport à votre travail. Alors, les populations, ça dépend. Là où j'étais le mieux reçu, en général, c'est Iran, Irak, enfin tout le Moyen-Orient. J'ai été en Russie, les gens étaient assez rudes quand même. Enfin, j'étais en 2003, ça remonte. Je trouve les gens un peu plus... on va pas genre bonjour. On faut pas sourire quand on dit bonjour. Faut regarder de loin. Faut genre qu'est-ce que tu veux. Enfin, il y a une espèce de rituel. Je trouve les Ukrainiens étaient un peu comme les Russes, mais plus sympas, plus faciles d'accès, plus accueillants. Enfin, c'est un peu des Russes plus méditerranéens, genre slaves, mais plus rigolos. C'est par dégradé. Enfin, je suis d'un pays à l'autre. Est-ce que j'étais vécu aux États-Unis aussi. Je trouve que les Américains très chaleureux de prime abord, mais ils s'intéressent pas forcément à vous sur le long terme. J'ai bien aimé les Écossais, par contre, les Indiens. J'ai été 2 fois en Éthiopie, donc la dernière fois c'était assez compliqué parce que c'était en mars 2020 et c'était au tout début de la Covid, donc j'étais allé 3 mois en Éthiopie. Et au bout de 10 jours, on a dû partir parce qu'il y avait le virus, tout ça. Donc l'ambassade de France a demandé de partir. Et il y avait cette rumeur dans la population que le Covid était apporté par les Blancs. Et du coup, quand je me promenais dans la rue, les gamins nous montraient du doigt et disaient « Corona, Corona ». Et c'était hyper flippant. Non, et en fait, il y avait parfois des gens qui nous regardaient vraiment. Enfin, et c'est la première fois que je me sentais victime de racisme. Enfin, le fait que ma couleur de peau puisse déclencher une hostilité auprès d'une population, c'est assez étrange comme sentiment. Mais sinon, où est-ce que j'étais ailleurs comme les Vosges. Oh, c'est dangereux. Après, moi, je suis alsacien, mais je sais que les Alsaciens, pareil, c'est des gens un peu qui sont durs d'approche. Enfin, pour se faire j'ai beaucoup d'amis en Alsace, mais quand on va dans un village, genre un peu de suspicion. Enfin, Tu as bien raison. Je crois que les Québécois, les Canadiens sont plus cool que les Américains, je trouvais. J'aime beaucoup les Iraniens, mais ils sont assez un peu prétentieux et très. Vous filmez tout ce que je dis. Souvent dans les pays qui ont été des grands empires, il y a une espèce de. Les gens sont très fiers de leur passé. Quand on est iranien, on est iranien. On n'est pas. J'ai demandé à des amis s'ils se sentaient iraniens, par exemple, est-ce que vous sentez plus orientaux ou occidentaux? Ils disent bon, on est iranien. Pareil, en Éthiopie, c'est un ancien empire, les gens sont éthiopiens, ils ne sont pas africains, genre, on est éthiopiens. Et en Turquie aussi, enfin. Et ben en France aussi, je pense. Les gens sont assez prétentieux. Après, les pays sympas, genre le Québec ou la Belgique, c'est des pays où les gens peut-être sont plus humbles et plus chaleureux parce qu'ils se prennent moins la tête par rapport à une image de grandeur de leur passé. Enfin, quoique, ouais, je sais pas. Ah. Dans quel pays est-ce que ça résonnait d'une certaine façon ton boulot? Enfin, faire du reportage en bande dessinée, j'imagine qu'en Irak ou en Afghanistan, ça n'aura pas nécessairement le même écho que si tu racontes ça à un Belge qui va tout de suite dire ah oui, comme tel et tel.
Après, en Irak, quand je voyageais avec un journaliste, on faisait des recherches sur les endroits où se passe la prochaine BD. On ne disait pas forcément aux gens qu'on faisait de la BD reportage, on disait qu'on faisait un livre, et puis moi je faisais des croquis. Puis, Mais après, la BD en Irak, il y a quelques auteurs irakiens. Au Liban, c'est assez courant. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices libanais. Comme tu disais, en Afghanistan, il y avait un côté didactique au niveau de la bande dessinée. Tu disais par rapport au champ d'opium, des cipiers, par rapport à la bande dessinée. Oui, on faisait de la BD d'éducation, didactique et sociale pour la population. Mais c'est encore autre chose, quoi. C'est la communication par l'image. Sinon, en France, oui, les gens ont un peu l'habitude. Mais c'est vrai, par rapport à l'accueil des populations, quand on était en Israël, par exemple, on allait sur le lac de Tibériade où il y avait le miracle des poissons, où Jésus a multiplié les poissons. Et du coup, on s'est dit, on va passer du temps avec les pêcheurs du lac de Tibériade pour avoir un lien avec le poisson et changer de chapitre. Et donc, on allait voir les pêcheurs à 4h du matin quand on revenait de la pêche. Et en fait, ils nous ont insultés, genre, ils ont dit, si tu me filmes, je prends ta caméra, je la jette à l'eau. T'es genre, papa, d'accord. Et c'est un exemple raté. Enfin, on voulait vraiment parler de le miracle de la pêche. Ça sera pour un film, en fait. On les a quand même filmés en cachette avec le zoom, mais j'avais très peur. Donc là, ça sera un documentaire qui sera sur Arte. En octobre, je crois. Et on apprend aussi une information qui me semble la pierre angulaire, que dans une brasserie en Palestine, donc on peut brasser la bière avec moins d'eau que dans certaines brasseries alsaciennes, si tu peux nous en parler. Oui. Alors du coup, quand on a fait des recherches, donc on allait à Taïbé, c'est un village chrétien en Palestine, où des gens, sa première brasserie dans le pays, quoi. Et c'est une famille qui fait ça, et puis ils ont des problèmes parce qu'il y a de moins en moins d'eau, forcément la nappe phréatique s'épuise. Ils ont trouvé des systèmes pour économiser l'eau, pour la recycler, ils remplissent des cuves d'eau. Et du coup, c'est vrai qu'en France ou en Belgique, il faut 12 litres d'eau pour faire un litre de bière. Et eux, ils ont réussi à faire 1 litre de bière avec 3 litres d'eau seulement. Et félicitations. Et leur bière est très bonne. Ils ont une bière de Noël, une IPA, une Dark Ale. Et donc c'est toute la famille qui travaille, et notamment la fille qui travaille avec son père. C'est la première femme brasseur du Moyen-Orient. Donc c'est des très belles personnes, très inspirantes, qui font un très beau métier. Et ce qui est intéressant, c'est de raconter comment transporter la bière quand il y a des checkpoints. Parce que parfois, les camions se bloquent au checkpoint, et la bière s'évente. Tous des systèmes, la géopolitique de la bière, très important. Et je pense que si on n'a pas d'autres questions, et que ça peut peut-être être une transition après le débat de prendre une bière ensemble, est-ce que vous avez une dernière question pour clôturer cette table ronde ? Si ce n'est pas le cas, moi je souhaite vraiment vous remercier, Zéna, Antoine, Nicolas, de votre temps, aussi de pouvoir vous écouter, de savoir aussi la partie qu'on ne connaît pas forcément, de comment vous travaillez, comment vient une idée. Et je remercie également le Musée de la Résistance, toute l'équipe qui est présente, Olivier, Claudia, Alison, c'est la fatigue. Et vraiment, je vous invite, il y a une prochaine table ronde qui sera avec Marc Angel et Vincent Bailly, qui sera, dis-moi si je me trompe Olivier, le 19 avril, sur vraiment la genèse de comment faire une bande dessinée, un roman graphique. Et prochainement, l'exposition on en a beaucoup parlé, sur France Mazerel, sera au Musée national de la Résistance dans le cadre de Esch 2022, capitale européenne de la culture. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je pense qu'on peut se retrouver autour d'une table avec une bière palestinienne, peut-être, si on peut en trouver un. Oui, je ne sais pas. Bonne soirée. Merci à vous d'être venus.